Nous allons essayer de faire une chevauchée à travers ces zones de conflits africaines pour essayer de voir un petit peu quelles sont pour nous les possibilités de ne pas subir, les possibilités qui sont éventuellement celles qui vont nous permettre de réagir. Étant bien entendu que pour la prospective, je me situe moi tout à fait dans la ligne définie par Laurent Ozon de la remigration. Je suis à la fois, je suis sur deux points, le grand remplacement et la remigration. Donc ceci est acquis, on n'en parle plus, maintenant nous passons à l'explication des causes. Alors, l'Afrique est en crise, comme tu viens de le dire. L'Afrique est en crise, l'Afrique est en guerre, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est la partie nord de l'Afrique qui est touchée. En ce moment, le cône austral qui a fait l'actualité pendant des décennies est sorti de cette conflictualité. Ce sera intéressant d'essayer de voir pourquoi nous sommes passés d'un basculement d'une Afrique australe incendiée à une Afrique sahélo-soudano-tchadienne qui était restée relativement préservée dans les décennies précédentes. Donc nous avons toute cette partie de l'Afrique, de l'ouest jusqu'à la Somalie, qui est aujourd'hui en guerre. Alors je ne vais pas vous traiter de tous ces conflits, je vais centrer mon exposé sur la zone de la Libye et sur toute la zone saharo-sahélienne qui nous concerne directement. Alors cette partie de l'Afrique est une partie qui est très proche de nous. Si l'on prend la ligne des 1500 km, nous constatons que, certes, les Polonais, eux, regardent vers l'Est, tandis qu'une grande partie de l'Europe regarde vers le Sud. 1500 km, ben, ça nous met au centre du Sahara. Et si nous nous mettons sur les frontières littorales, ben, ça descend quasiment au sud du Sahara. Donc les problèmes qui se passent en Afrique sont des problèmes qui nous concernent directement. Je dirais qu'ils nous concernent encore plus avec l'immigration, qui fait que ces problèmes sont transposés chez nous à la suite de cette politique de grand remplacement qui a été menée par nos élites mondialistes depuis des années. Alors l'Afrique va nous poser un grand problème, parce que ce monde qui est en phase de désintégration est un monde qui va démographiquement exercer une pression de plus en plus forte sur nos frontières. En 1990, l'humanité était composée de 5 milliards d'habitants et l'Afrique représentait à ce moment-là à peu près 12% de la population. En 2050, avec 11 milliards 500 millions d'habitants, l'Afrique va représenter 27%. 27% avec une concentration dominante dans l'Afrique au sud du Sahara. C'est-à-dire que, et là encore, Ozon a raison, quand il voit que les prochaines victimes de l'immigration vont être les pays d'Afrique du Nord. D'ailleurs, aujourd'hui, nous voyons que la Libye reçoit et trafique ces immigrants. Donc, une surpopulation essentiellement au sud du Sahara, dans l'Afrique subsaharienne, non pas l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, à l'exception de l'Égypte, a fait son seuil, son basculement démographique. Elle commence à avoir une démographie qui s'aligne à peu près sur les démographies des pays dits développés. Nous allons donc voir une démographie qui va décliner. D'ailleurs, la Tunisie commence à avoir des problèmes de vieillissement de population. La Tunisie va avoir des problèmes qui ressemblent à ceux de l'Europe dans pas longtemps. Donc la Tunisie va être une terre d'immigration pour les populations d'Afrique subsaharienne. Alors, ce monde africain qui va pousser à nos frontières, va pousser d'autant plus que nous sommes faibles et que l'Afrique, elle, est en crise. Alors, ce monde qui est en crise se trouve être agité par un certain nombre de conflits. Alors, ces conflits se situent en dominante dans toute cette zone qui est à cheval sur le Sahel, vous voyez cette zone sahélienne en gris foncé, la zone saharienne et la zone des savanes situées au sud du Sahara. Ces conflits ont une particularité qui est leur permanence.
et leur résurgence. Ce ne sont pas des conflits nouveaux. Ce ne sont pas des conflits qui naissent du jour au lendemain. Ce sont des conflits anciens. Et ces conflits anciens vont être liés à des oppositions de peuples, car nous sommes dans des zones de contact avec des milieux qui sont des milieux disputés, des milieux fragiles sur lesquels vont entrer en concurrence des types économiques et des types de populations spécialisées différents. Généralement les pasteurs et les agriculteurs. Les pasteurs nomades vont habiter au nord, dans les zones sahéliennes ou sahélo-sahariennes. Les agriculteurs vont habiter dans les zones qui sont favorables à la sédentarisation et à l'agriculture, dans les vallées humides et près des fleuves. Et traditionnellement, depuis des millénaires, et c'est l'histoire de l'humanité, on parle de l'Afrique, mais ceci est la même chose en Asie, ceci est la même chose partout dans le monde, les sédentaires doivent se défendre contre les nomades qui viennent piller de temps en temps les greniers. Et toute l'histoire de cette bande sahélienne, c'est l'histoire des nomades contre les sédentaires. Les nomades, qui sont les nomades blancs ou réputés blancs nordistes, qui vont devenir, au cours des siècles, musulmans, et les sédentaires noirs sudistes, répartis dans une infinité de populations, animistes, et qui vont devenir en partie, pour certains, chrétiens, d'autres musulmans, au fil du temps. Le problème religieux est un problème plaqué. Ce n'est pas le problème fondamental. C'est un problème plaqué et récent. L'islam a au maximum 1000 ans ou 1200 ans dans ces régions, et le christianisme un siècle. Donc, les conflits existaient avant les religions. Et les religions vont être un facteur aggravant. Comme l'économie n'est pas la clé du problème, contrairement à ce que nous disent les perroquets médiatiques, ce n'est pas la clé du problème. Le développement n'est pas la clé du problème. La clé du problème est une opposition sur le principe une terre, un peuple. Une terre, un peuple, comme le dit Pierre Vial, à juste titre, chaque peuple a besoin de sa terre, de son espace, et l'histoire de l'humanité est faite de ceux qui savent défendre leur terre et de ceux qui se laissent envahir. Et ceci est le cas en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde. Ce qui fait que ces conflits existent bien avant la colonisation, ces conflits vont être mis entre parenthèses pendant la colonisation, et ces conflits vont renaître après la colonisation, après les indépendances, avec deux facteurs d'aggravant, le phénomène religieux extérieur plaqué, car l'islam est une importation extérieure, comme le christianisme ultérieurement, et les revendications économiques. Nulle part dans les guerres que nous avons à traiter en Afrique, nulle part l'économique n'est l'élément déclencheur. Jamais. L'économique est l'élément, comme disaient les cavaliers, ce n'est pas ce qui demande le galop, ce n'est pas ce qui déclenche le galop, c'est ce qui entretient le galop. C'est ce qui va donner du carburant au conflit. Mais la cause du conflit est toujours une cause ethno-existentielle. Le phénomène ethnique est avant tout présent et prégnant. Et si l'on ne voit pas cela, eh bien, l'on passe à côté de la réalité. On passe à côté de l'explication de ces problèmes africains. Alors, un peuple, une terre, des peuples, des terres. Toute l'histoire de cette région s'explique à travers cette carte. Toute l'histoire à travers cette carte, pourquoi? Parce que entre le monde nord-africain et méditerranéen et le monde de l'Afrique au sud du Sahara, existe une zone de contact, qui est le Sahara. Car le Sahara n'a jamais été un obstacle. Voir le Sahara comme un obstacle, c'est une vue de l'esprit. C'est comme dire que l'océan est un obstacle. Le Sahara, c'est un océan. Les îles sur l'océan sont émergées, et les îles dans le Sahara sont les oasis. Et les marins vont d'île en île, et les caravanes sahariennes vont d'oasis en oasis. Jamais le Sahara ne fut un obstacle, et le Sahara fut au contraire un axe de passage. Et un axe de passage contrôlé par 4 grands peuples. 4 grands peuples qui sont toujours présents, qui sont toujours là.
qui sont au cœur de l'explication des problèmes aujourd'hui. Et ces 4 grands peuples sont, à l'ouest, les peuples maures, au centre, les peuples touaregs, je dis les, parce qu'il y a une infinité de subdivisions, les peuples toubous et les peuples zahawa au Tchad, qui tiennent les verrous tchadiens, qui tiennent traditionnellement les axes de commerce nord-sud, qui tiennent les axes de caravanes nord-sud, et qui tirent toutes leurs ressources du passage des caravanes, soit en pillant les caravanes, soit en prélevant une taxe sur les caravanes, soit en faisant payer leur escorte aux caravanes. Donc la tradition de tous ces peuples, c'est une tradition d'intermédiaires vivante aux dépens des axes commerciaux et des caravaniers. Un système à la fois d'exploitation et d'utilisation, mais d'exploitation qui ne va pas trop loin, parce que si la caravane est trop exploitée, elle va changer de secteur, elle va passer par un autre territoire. Donc c'est tout un équilibre très fin qui se déroule dans ces régions. Et cet équilibre très fin va se dérouler autour de 3 grandes zones, qui sont des zones de contact, qui vont nous intéresser directement dans les événements d'aujourd'hui. Alors oublions la zone verte, qui est la zone égypto-soudanaise, qui est extérieure à notre question. Et intéressons-nous aux 2 zones qui aujourd'hui sont en fusion, c'est-à-dire la zone ouest et la zone centrale. Alors la zone ouest est une zone tout à fait intéressante, c'est la zone qui englobe le Maroc, le Sahara occidental et la boucle du Niger. Cette zone est une zone qui traditionnellement dépendait culturellement, politiquement, économiquement et religieusement du Maroc. Je le dis souvent, quand Hugues Capet est élu roi de France en 987, la monarchie marocaine a déjà près de 2 siècles d'existence. Donc l'État marocain existe, avec des hauts et des bas. Mais dans ces phases de développement, dans ces phases de contrôle, l'État marocain contrôle toute cette zone. Jusqu'au XVIIIe siècle, la prière du vendredi à Tombouctou et à Djenné est dite au nom du sultan du Maroc. Cette zone, c'est le pachalik de Tombouctou. C'est le roi du Maroc qui nomme les pachas. Et nous sommes là dans une zone d'influence marocaine, avec, qui plus est, une zone d'influence religieuse. Car une des principales confréries religieuses de cette région, la Tidjane, a son lieu saint à Fès. Fès qui est situé, qui est mal placé, qui est situé ici. À Fès, et non pas en Arabie. Pour cette confrérie, le pèlerinage à Fès, sur le tombeau du saint, est bien plus important que le pèlerinage de la Mecque. Vous voyez, nous sommes là dans une toute autre vision de l'islam. Et ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est que nos bons amis saoudiens et nos excellents bons amis qataris, avec leurs pétrodollars, ont inondé toute la région et ont arraché à cet islam traditionnel qui avait conservé des traces tout à fait importantes des religions pré-monothéistes, cet islam traditionnel local l'ont arraché pour le faire basculer dans le salafisme. Et aujourd'hui, un des moyens de lutter dans cette zone contre ce mouvement salafiste, c'est précisément de laisser le Maroc reprendre une sphère d'influence. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a fait un voyage triomphal dans la zone il y a 1 an, et il a décidé de créer à Fès un centre de formation pour les imams, de façon à arracher la formation religieuse aux salafistes. Et le roi du Maroc a décidé, le Maroc a financé la restauration d'un nombre important de mosquées et de médersas dans cette région, de façon à arracher aux salafistes le contrôle des populations. C'est l'un des éléments qui est important à voir. Nous ne sommes pas, il ne faut pas croire que nous sommes face à un ennemi indéfini, qu'on n'arrive pas à cerner. Non, non, nous connaissons bien les différences entre les uns et les autres. Et lorsque les salafistes vont se développer dans la région, ils vont se développer en profitant de vieilles oppositions qui sont
permanentes, endormies, et qui sont régulièrement réveillées d'un endormissement que la colonisation a provoqué. La colonisation a mis un voile sur les conflits, la colonisation s'en va, le voile est enlevé, et les conflits renaissent. Le deuxième axe qui nous intéresse, c'est l'axe bleu, c'est l'axe tripolitain. Alors l'axe tripolitain est directement au cœur du problème aujourd'hui, parce que c'est un axe qui relie donc Tripoli, la Libye, directement à la zone du lac Tchad, c'est-à-dire qui fait le pont entre les événements libyens et Boko Haram. Nous sommes sur la même pénétrante. Alors cet axe tripolitain est tout à fait intéressant parce qu'il va maintenir très tardivement toute une ligne de relation entre le monde du littoral et le monde du Sahara. Et cet axe est largement sous le contrôle de deux populations, les Toubous et les Kanouris. Les Kanouris qui sont ici, nous allons reparler à propos de Boko Haram. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si nous projetons la carte de la Libye actuelle avec les zones de contact et de déstabilisation, nous sommes très exactement sur les grands axes caravaniers de l'époque précoloniale. La Libye, aujourd'hui, se situe très exactement sur ces axes, avec deux grandes directions. La direction tripolitaine, qui est une direction plutôt vers Tombouctou, vers Agadez, et la direction cyrénaïque, qui est plutôt dirigée vers le Tchad et vers Khartoum. Et aujourd'hui, les influences politiques et les aides extérieures et les axes de déstabilisation se produisent le long de ces grandes pénétrantes. Alors, je vais insister sur la Libye parce que la Libye est au cœur du problème. Là encore, comme tu le disais, la Libye n'est pas l'élément déclencheur du problème. Mais la Libye est l'élément qui entretient aujourd'hui cette crise et cette grande déstabilisation du monde sahélo-saharien. La Libye n'a existé que pendant quelques années. La Libye unitaire a existé pendant deux périodes. La fin de la domination italienne, et la période de Kadhafi. Autrement, la Libye est une vue de l'esprit. La Libye, ce sont deux ensembles, c'est la cyrénaïque et c'est la tripolitaine. Laissons de côté le Sahara pour le moment. D'ailleurs, ce sont deux ensembles depuis l'Antiquité. Et ceux d'entre vous qui avaient fait des études classiques et des études latines avaient appris que la différence entre le monde grec, le point de rupture entre le monde grec et le monde carthaginois, c'était ici, dans le golfe des Syrtes. Tout le littoral de Cyrénaïque était composé de colonies grecques, des colons grecs qui venaient notamment de Santorin, etc. Nous avons des textes superbes. Nous avons des textes superbes de cette installation des colons grecs dans cette région et qui vont tout de suite s'allier aux Berbères. Les grands et blonds berbères, nous disent les sources grecques. Ce qui fait que très rapidement, tout le monde va se mélanger. Ce sont des gens qui, morphotypiquement, sont les mêmes. Et les Grecs vont installer ici des colonies qui vont être très importantes autour de la ville de Cyrène, d'où la Cyrénaïque. Plus à l'ouest sont les Carthaginois qui vont contrôler la zone. Et où va être située la frontière entre le monde carthaginois et le monde grec? Ici, dans le golfe des Syrtes. Dans cette échancrure de la Méditerranée qui est en ligne directe dans le prolongement du golfe de Guinée. La rupture entre les deux mondes. Et comment va être établie la frontière? C'est une petite anecdote. Les Grecs et les Carthaginois se disent il y a de l'espace, nous n'allons pas faire la guerre pour une délimitation de frontières. Remettons-nous à nos champions. Désignons des coureurs. Certains partiront de Cyrène, d'autres partiront de Carthage. Et au moment, ils courront le long du littoral. Et quand ils se rencontreront, ce sera la frontière. Eh bien, les Carthaginois ont couru plus vite que les Grecs, et la frontière s'est établie ici, à Cyrène.
Et quand les Italiens ont pris la Libye avec Mussolini, Mussolini a créé ici un arc de triomphe pour montrer la limite entre les deux zones, etc. Donc vous voyez, cette réalité est une réalité très ancienne, très ancienne. Ensuite, à l'époque turque, les Turcs vont arriver dans la région au XVIe siècle. Ils vont arriver vers 1530-1535, et ils ne vont pas contrôler le pays. Ils vont contrôler quelques ports, et ils vont s'en remettre à un certain nombre de tribus pour garantir la police des caravanes. Et les Turcs ne vont pas unifier les deux régions. Les Italiens vont prendre la suite des Turcs en 1911. Ils vont avoir de grosses difficultés parce que les tribus vont résister. Et l'on peut dire que les Italiens sont vraiment maîtres de la Libye dans les années 31, 32, 33. 1930, pas un. La Libye est unie, mais pour quelques années. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Libye est partagée en trois. La Cyrénaïque, qui est contrôlée par les Anglais, la Tripolitaine, où reste encore un peuplement italien, et le Fezzan, qui est français. Le Fezzan est français, qui va rester français jusqu'en 1952. La colonne Leclerc, qui est partie du Tchad, et toute cette partie est rattachée au domaine français. Ce ne sera qu'en 1952 que la France va abandonner le Fezzan, qui va être rattaché à la Libye. Et les populations de Libye, tant celles de Tripolitaine que celles de Cyrénaïque, ne veulent absolument pas d'unité. Et les Britanniques, avec leur grande sagesse coloniale, car les Britanniques ont eu une approche coloniale qui était à l'opposé de notre conception jacobine, les Britanniques avaient leurs intérêts également. Les Britanniques ont mis en avant l'idée qu'il fallait créer deux États. Une Cyrénaïque sous influence britannique, une Tripolitaine qui pourrait être laissée sous influence italienne, et le Fezzan. Or, l'ONU refuse, et l'ONU exige que l'indépendance soit donnée à un État unitaire. Un État unitaire, et les tribus vont discuter, parce que nous sommes dans un monde tribal. Et finalement, les tribus de Cyrénaïque vont prendre le pouvoir avec la monarchie du roi Idriss. Alors pourquoi les tribus de Cyrénaïque vont-elles prendre le pouvoir? Parce qu'elles sont réputées les tribus les plus nobles de Libye. Pour quelle raison? Je dis, ce monde est un monde berbère à l'origine. Mais à partir du XIe, XIIe siècle, l'arabisation va se produire. Et le monde berbère va quasiment disparaître. Il n'existe plus ici que sur cette zone frontalière de la Tunisie, ou quelques petits isolats berbères dans ces oasis de Cyrénaïque. Et vont arriver des tribus arabes sorties d'Arabie. Ce sont ces tribus qui vont arabiser l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord n'est pas arabe avant le XIe, XIIe siècle. Il y a certes des conquérants arabes, mais c'est une goutte d'eau dans le monde berbère. Et ces tribus, ce sont les tribus des Beni Hilal, ce qu'on appelle les invasions hilaliennes. Et ces tribus Beni Hilal, alors divisées en Beni Solahim, Beni Mahil, etc., bon, on dit, mais groupons-les sous le nom de Beni Hilal. Les premières vont arriver et vont s'installer en Cyrénaïque. C'est un paradis, la Cyrénaïque, parce que, certes, ici nous avons affaire à un désert, mais toute cette région-là est une région de montagne. Les Arabes vont d'ailleurs l'appeler le Djebel Akdar, la montagne verte. Les sources, d'ailleurs les Grecs s'étaient installés là, parce que c'était une zone favorable à l'agriculture. Donc ces premières tribus arabes vont commencer par piller et vont s'installer dans la région. Et ensuite, elles vont contrôler toute la zone. Ce sont les premières tribus arabes qui arrivent. Au siècle suivant, arrive la deuxième vague des Beni Hilal. La Cyrénaïque est prise, donc ils vont plus loin. Et ils s'installent dans cette zone. Et le président Kadhafi, le colonel Kadhafi, va faire partie des tribus de cette région. Ce qui fait que nous avons, dans toute l'histoire de la Libye, deux alliances tribales. Les alliances tribales de Cyrénaïque, les alliances tribales de Tripolitaine, qui n'ont pas de contact. Le contact va être véritablement établi avec Kadhafi.
Parce que Kadhafi, qui est un bédouin du désert, et qui est issu d'une tribu de nomades, de grands nomades, c'est-à-dire des nomades chameliers, des nomades qui font les migrations vers le lac Tchad, alors que les autres nomades sont des petits nomades, car ce sont des nomades qui élèvent des moutons et qui sont collés à 100 km à peu près du littoral. Après, le désert est trop important pour les moutons, parce que les chameaux peuvent traverser le désert, les dromadaires. Kadhafi est un nomade de cette confédération tribale. Et sa révolution est une révolution qui est contre les villes et contre les patriciens du littoral, contre l'élite de la monarchie du roi Idriss. C'est une révolte de bédouins qui veulent prendre leur revanche sur les villes du littoral. Et le colonel Kadhafi se retrouve donc à la tête de cette alliance tribale, et il va avoir le coup de génie de nouer une alliance avec la Cyrénaïque. Comment? Eh bien, selon le système tribal habituel, il va répudier sa première femme, qui était une femme d'origine turque, originaire d'ici, et il va épouser une fille de la principale tribu noble de Cyrénaïque, la tribu des Barassa, la tribu du roi, une fille d'un petit lignage, le lignage des Firkesh, mais qui est tout de même un lignage appartenant à la grande tribu des Barassa, ce qui fait que par son mariage, il entre dans la confédération tribale de Cyrénaïque. Et tout le pouvoir de Kadhafi va être associé à ces deux ensembles tribaux. Donc il va contrôler tout le pays. Les seuls problèmes qu'il aura, ce sera avec les villes, mais les villes vont être mises au pas assez rapidement. Ça, c'est la clé du problème libyen. Parce que notre intervention, l'intervention franco-otanienne, BHLO-Sarkozo-otanienne, a totalement fait sauter cette marqueterie tribale. Ils ignoraient complètement quelle était l'organisation profonde de la Libye de Kadhafi. Et en intervenant comme sont intervenus les otaniens, eh bien, ils ont disloqué ces ensembles tribaux. Et ces ensembles tribaux se sont opposés et sont allés maintenant dans une conflagration générale où tout le monde se bat contre tout le monde. Même les vieilles solidarités tribales ont disparu. Et nous sommes dans un monde d'anarchie totale. Alors j'allais dire que ce monde d'anarchie totale, à la limite, pour nous, Européens, qui avons à subir le camp des saints tous les jours, la période d'anarchie était terrible pour les Libyens. Mais pour nous, Européens, elle ne présentait pas de dangers essentiels. Or, il y a aujourd'hui une évolution qui est en train de se produire, qui est que, dépassant cette anarchie, arrive un élément coagulant islamique, qui est l'État islamique, qui, lui, justement, part de l'idée du califat universel. Alors, revenons sur cette idée de califat universel, parce que nous sommes au cœur du problème. Il y a en fait, dans l'histoire du monde musulman, laissons de côté les chiites avec lesquels nous n'avons pas de problème. Les chiites, ce sont les Iraniens, j'allais dire, ce sont nos alliés naturels. Ceux qui nous posent des problèmes, ce sont les sunnites, ce ne sont pas les chiites. Hein. Nous n'avons pas de population chiite chez nous, en France. Il y a des chiites en Grande-Bretagne, mais en Europe, l'immigration n'est pas une immigration chiite, c'est une immigration sunnite. Et ce ne sont pas les chiites qui ont créé Al-Qaïda. Ce ne sont pas les chiites qui ont créé les mouvements terroristes qui s'en prennent aux Occidentaux, aux Européens. Ce sont des mouvements purement sunnites. Alors, il y a, dans l'histoire, pour résumer, il y a deux grandes tendances. Il y a ceux qui veulent incarner l'islam sur des territoires et sur des États, et il y a ceux qui veulent désincarner, déterritorialiser l'islam pour recréer l'espace mythique de l'islam de l'époque de la conquête, dans lequel il n'y a ni peuple ni tribu, il n'y a que des musulmans qui constituent la Houma et la force révolutionnaire qui va permettre de triompher dans le monde entier. Alors, cette opposition est tout à fait intéressante parce que
l'islam connaît une grande période de décadence et d'endormissement au XIXe siècle, parallèlement d'ailleurs à l'endormissement du monde ottoman. Et la renaissance dans ces pays musulmans va se faire sous une forme nationaliste, avec les régimes du colonel Nasser, avec le parti Baas en Irak, en Syrie, etc., et avec des États qui vont revendiquer un courant nationaliste. Or, que va faire l'Amérique et ses porte-serviettes, dont nous sommes, que va faire l'Occident? Il va systématiquement casser tous ces États qui étaient par définition les ennemis mortels du califat universel. Alors nous commençons par faire la guerre à Nasser, qui, allez voir sur Internet la façon dont Nasser parle des islamistes et des frères musulmans. C'est tout à fait extraordinaire. Il les moque, il les pend, bref, il les traite comme Nasser pouvait les traiter. Alors, nous avons combattu Nasser, nous avons combattu Saddam Hussein, nous avons laissé tomber Ben Ali, nous avons laissé tomber Moubarak, nous avons essayé de faire tomber Assad, pour le profit de qui? Pour le profit des islamistes. Parce que tous ces islamistes fondamentalistes n'étaient pas assez forts pour casser ces États, qui sont leurs ennemis mortels, car tout État musulman ou toute revendication tribale est un fractionnement de la Houma, donc c'est leur adversaire principal. Ils n'étaient pas capables de les renverser, et bien nous les avons bien aidés à les renverser. Et résultat aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, et nous voyons apparaître sur les ruines de nos politiques purement incompréhensibles ces mouvements comme l'État islamique. Alors, j'en reviens à la Libye. Le colonel Kadhafi avait eu la main lourde avec les islamistes. Il était lui-même islamiste, mais islamiste, un encadrement sur un État, sur une nation, etc. Et le colonel Kadhafi se trouve donc face à une certaine mouvement de révolte, et ce mouvement de révolte va commencer en Cyrénaïque. Pourquoi en Cyrénaïque? Parce que dans le jeu des alliances tribales, les positions ne sont pas figées. Au sein des alliances tribales, il va y avoir des moments durant lesquels certaines tribus vont prendre plus de place que d'autres. Et l'histoire des ruptures tribales, si on ne fait pas l'histoire des ruptures tribales de la Libye, on ne comprend rien de ce qui se passe aujourd'hui. L'histoire des ruptures tribales de la Libye commence avec Misrata. Vous avez souvent entendu parler de Misrata dans les informations. Misrata qui a la principale force militaire actuellement en Libye. Alors Misrata, c'est le nœud du problème libyen. Le nœud du problème libyen, pourquoi? Parce que Misrata était traditionnellement une ville marchande, riche, tournée vers la Turquie. Misrata avait une élite qui n'était pas arabe. L'élite de Misrata est de culture turque. C'était la capitale des Koulouglis. Les Koulouglis, nous en avions en Algérie, nous en avions en Tunisie. Qui sont les Koulouglis? Les Koulouglis sont les métis d'officiers turcs et de femmes indigènes. Et ces métis sont de culture turque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Misrata est une ville qui traditionnellement regarde vers la Turquie, qui a adhéré au mouvement des frères musulmans, comme la Turquie, et qui est militairement ravitaillée par la Turquie. C'est le point d'ancrage de la Turquie dans cette région. Lorsque le colonel Kadhafi fait sa révolution, je vous ai dit qu'il est entouré de représentants des tribus bédouines de l'intérieur. Ils sont une dizaine de conjurés, et l'un des 10 conjurés, lui, n'est pas originaire d'une tribu bédouine, c'est un Misrati. Et c'est un notable de Misrata. Et dans la première phase de la prise du pouvoir par Kadhafi, Misrata va fournir les cadres du régime. Ce sont des gens qui sont des vieux urbanisés, qui ne sont pas des bédouins, ils ont une tradition de gouvernement, etc.
Et très rapidement, la guerre va éclater entre Kadhafi et ses amis de Misrata. Pourquoi? Parce que les Misrati, n'étant pas arabes, ne veulent pas suivre la politique nationaliste arabe de Kadhafi. Et le frère du leader de Misrata est le secrétaire particulier de Georges Habash. Vous avez entendu parler de Georges Habash, mouvement palestinien, d'obédience marxiste, etc. Et les gens de Misrata vont rompre avec Kadhafi parce qu'ils ne sont pas pour la politique arabe de Kadhafi, mais ils sont pour une politique arabe d'influence soviétique. Donc Kadhafi les considère comme des païens, parce que ce sont soviétiques, des athées ou des païens, et il les liquide. Rupture avec Misrata. Kadhafi va le payer cher, car ce sont les gens de Misrata qui vont le tuer au moment de la Révolution. Et Kadhafi, pour humilier Misrata, va s'appuyer sur Bani Walid, la tribu de la région de Bani Walid, qui sont les ennemis héréditaires des Misrati. Nous sommes en pleine logique tribale. Traditionnellement, Misrata était attaqué par les tribus de Bani Walid qui venaient piller la ville. Et Kadhafi va donc s'appuyer sur cette tribu, et Kadhafi, dans un deuxième temps, va se fâcher avec une partie des tribus cyrénaïques. Et cet enchaînement va faire que la répression de Kadhafi aura lieu en 1993, et les tribus qui s'étaient soulevées contre Kadhafi et qui ont été matées vont en partie, pour se venger de Kadhafi, rentrer dans le rang des islamistes, et la révolte va éclater dans cette région. Kadhafi voit son alliance tribale de Cyrénaïque qui éclate, il essaie de reprendre le contrôle de la Cyrénaïque, et patatrac, nous intervenons. Nous intervenons, nous disloquons le régime, et la Libye éclate. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelle est la situation en Libye? Si nous laissons de côté toute la zone saharienne, nous voyons que la vie politique se joue à 4 en ce moment en Libye. Tobrouk, Derna, Misrata, Tripoli. Tobrouk, c'est le gouvernement dit légal qui est appuyé par l'Égypte et qui a pour force armée le général Haftar, qui est en train de mener une guerre contre les islamistes. Derna était le bastion islamiste des origines. Bastion islamiste qui, jusqu'à ces dernières semaines, était soutenu par le Qatar et par la Turquie. Nouveauté depuis quelques semaines, Derna s'est rallié à l'État islamique. Ce qui fait que Derna n'est plus soutenu, ou moins soutenu, par la Turquie et par le Qatar. Nous avons Misrata, dont je vous ai parlé, et nous avons les islamistes de Tripoli. Misrata, frères musulmans, et islamistes de Tripoli se sont alliés pour conquérir la Tripolitaine. Et aujourd'hui, la situation est la suivante. Des négociations vont probablement commencer sous l'égide de l'Algérie. L'Algérie qui est paniquée par ce qui se passe sur ses frontières, qui va l'être d'autant plus après l'attentat de Tunis. Et l'Algérie veut éviter la contagion, et l'Algérie veut que sur ses frontières, il y ait non pas un État libyen, mais une entité avec laquelle elle puisse compter pour contrôler les groupes islamistes. Donc l'Algérie soutient à la fois les islamistes de Tripoli et les frères musulmans de Misrata, contre les islamistes de Derna, et l'on se bat en ce moment ici, à Sirte, car se trouvent les terminaux pétroliers, et il est bien évident qu'il faut le nerf de la guerre, donc il faut contrôler le pétrole. Donc une situation qui est excessivement confuse, une situation qui est totalement volatile, et une situation qui est la conséquence directe de l'intervention franco-otanienne des années passées. Alors ça, c'est la situation pour le nord de la Libye. Alors aujourd'hui, depuis ces côtes de Libye, partent des dizaines de boat people, des dizaines de navires, qui sont une source de financement pour les milices islamistes,
car ces migrants payent cher pour pouvoir être lancés sur de frêles esquives sur la mer, et dès qu'ils ont atteint quelques encablures au large, eh bien la marine italienne les récupère, et au lieu de les redéposer sur le littoral, les transpose directement en Europe, bien sûr. C'est beaucoup plus facile, on les installe. Donc aujourd'hui, nous avons un système de camp d'essaim différent de camp d'essaim, parce que dans le camp d'essaim, les marines n'allaient pas chercher les migrants pour les déposer là, nous allons les chercher et nous les déposons. Il serait beaucoup plus simple d'installer directement des terminaux ici, et que les paquebots aillent ramasser toutes les populations qui veulent venir. C'est beaucoup plus facile, ça éviterait des morts, et puis ça éviterait, n'est-ce pas, des épidémies, ça éviterait de la misère humaine, ce serait beaucoup plus simple, faire des ponts aériens, même pour directement... C'est une situation totalement aberrante, et qui est le résultat de cette anarchie libyenne. Alors que le colonel Kadhafi avait passé des accords directs avec Berlusconi, qui était un de ses bons amis, et le colonel Kadhafi contrôlait parfaitement cette immigration, et les bateaux ne partaient plus, quasiment plus de Libye. Alors nous avons vu, n'est-ce pas, ce premier front. Voyons maintenant, descendons vers le sud. Alors nous avons maintenant la question du Mali. Alors la question du Mali, ben, c'est une question, là encore, qui n'est pas une vraie question islamiste. L'islamisme est la surinfection d'une plaie. La question du Mali, c'est une question qui existe depuis toujours. C'est la question des Maures et des Touaregs qui s'en prennent aux populations du fleuve, qui s'en prennent aux sédentaires. Il se trouve que la démocratie a aggravé le problème, parce qu'au lendemain des indépendances, se sont retrouvés rassemblés dans le même État les anciens prédateurs et les anciennes victimes. Et comme la démocratie, c'est la loi du nombre, les anciennes victimes étant plus nombreuses que les anciens prédateurs, eh bien les élections donnent le pouvoir aux victimes contre les prédateurs. Ce qui fait que du jour au lendemain, les anciens peuples razzieurs, esclavagistes, à la fois arabes et touaregs, se trouvent être sous le contrôle des populations du Sud qui vivaient dans la terreur de leurs raids pendant des millénaires, et raids dont ils furent libérés par l'odieuse colonisation, n'est-ce pas, qui est toujours vue d'une manière négative, mais qui fut accueillie favorablement par les peuples du Sud. C'est-à-dire pour cela qu'il y eut très rapidement des tirailleurs dits sénégalais dans l'armée française, parce que ces tirailleurs étaient souvent des bambara qui étaient recrutés et qui, à travers l'uniforme français, se vengeaient des razzieurs qui avaient vendu en esclavage leurs parents et leurs grands-parents. Alors nous sommes donc là dans une situation très claire, qui est que la démocratie a amplifié la crise. Et cette crise et cette guerre du Mali, qui éclate au lendemain de l'indépendance, à la fois au Mali et au Niger, va être résurgente. Et elle va renaître sous une forme différente après la fin du régime Kadhafi. Parce que Kadhafi, qui avait organisé, soutenu les révoltes touaregs, était passé dans une seconde phase politique où, au contraire, il calmait les révoltes locales, car Kadhafi voulait se racheter une bonne conduite vis-à-vis des Européens, vis-à-vis des Occidentaux, et la chute de Kadhafi a fait que les unités touaregs de l'armée libyenne sont revenues au Mali, et elles ont déclenché le coup d'État. Et elles ont pris le contrôle du nord du pays, avant d'être dépassées et coiffées par les islamistes, qui étaient essentiellement des Algériens, qui avaient été chassés d'Algérie par la guerre civile et par la répression de l'armée algérienne, car les Algériens n'y sont pas allés de main morte. Si nous avions utilisé, nous, le 10e des méthodes qui furent utilisées par les Algériens pour lutter contre les islamistes, je pense qu'on aurait rétabli le tribunal de Nuremberg pour juger les officiers français. Mais les Algériens n'y sont pas allés avec la main morte, et ils ont liquidé le problème, provisoirement, et ceux qui ont échappé sont venus se réfugier. Où? Dans cette région des Ifora. Et comme les Touaregs vivaient de trafic avec le Nord, ils ont tiré un grand profit de l'installation. Ce ne sont pas des petits saints, hein, les Touaregs, ils sont ouverts, ils ont leurs propres réflexions internes. Ils ont tiré un grand parti de la présence de ces islamistes qui leur permettait de développer les trafics avec le Nord, mais seulement ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que ces islamistes se renforçaient. Et quand le mouvement national de libération de l'Azawad, mon Touareg,
s'est soulevé, a pris Gao et a pris toutes ces villes du nord, eh bien, les islamistes sont sortis des Iphora et les ont coiffés. Ce qui fait que le mouvement islamiste a pris le dessus dans cette région. Alors, quelle est la solution? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'est pas possible de donner l'indépendance à l'Azawad, car l'Azawad n'existe pas. Cette carte le montre bien, il y a 3 Azawad. Les Touaregs n'occupent qu'une petite partie de l'Azawad. L'essentiel du peuplement touareg, d'ailleurs, se situe en Algérie, mais c'est la partie la plus nord-orientale du Mali. C'est la région de Kidal. Toute la partie ouest du Sahara malien est mort. Ce sont les mêmes tribus qu'en Mauritanie. Et la partie sud, la partie de la boucle du fleuve, n'est pas touareg, c'est une partie composite. Il y a des Touaregs, mais il y a d'autres populations. Ce qui fait que si l'indépendance, comme le réclament les Touaregs, était donnée à l'Azawad, ce serait la guerre civile immédiate pour savoir laquelle de ces populations prendrait le pas sur les autres. Exactement ce qui se passe au Sud-Soudan. Le Sud-Soudan a été indépendant pour échapper à la tutelle arabo-islamique du Nord, mais on ne s'est jamais autant battu au Sud-Soudan, parce que les Sud-Soudanais s'égorgent tous les jours, parce que les 2 grandes principales ethnies, les Nuer et les Dinka, veulent chacune le pouvoir. Or, les Dinka étant plus nombreux que les Nuer, les Nuer n'ont pas de chance d'arriver au pouvoir, et ils se révoltent. Donc c'est une guerre incessante. Bien, si l'indépendance de l'Azawad avait lieu, ce serait la même chose, ce serait la guerre entre les Maures et les Touaregs. Guerre, d'ailleurs, qui a toujours existé, et jusqu'à l'époque coloniale, car n'oublions pas que la conquête du massif touareg par la France s'est faite grâce aux méharistes arabes qui venaient d'ici, notamment au Chamba. Et les premiers méharistes qui vont être utilisés, ce ne sont pas les Touaregs, ce sont les Chambas. Nous avons réduit les Touaregs grâce aux tribus arabes qui étaient leurs ennemis traditionnels. Donc c'est toujours cette affaire tribale, cette affaire ethnique que l'on retrouve et qui est prégnante et qui est la clé de tous les problèmes. Alors, solution du Mali, il n'y en a pas. La seule solution, ce serait la renonciation par l'immense majorité du Sud, c'est-à-dire 90% de la population, de la situation dominante et créer des zones d'Azawad divisées, 3 zones tribales ou 4 zones tribales au sein d'Azawad, mais le Sud ne l'acceptera jamais. Ce qui fait que nous aurons en permanence ici des conflits dont tireront parti, bien entendu, les islamistes. Je terminerai mon exposé par la question du Nigeria et la question de Boko Haram. Alors, la question du Nigeria est totalement résumée sur cette carte. Cette carte nous montre le résultat des élections de 2010. En vert, le nord musulman avec la ligne sud d'application de la charia, et en jaune, le sud chrétien ou animiste qui a voté pour un président sudiste et chrétien. Donc le pays est coupé en deux. On voit bien, c'est une carte qui est très claire, on voit, il y a 2 Nigeria, il y a le Nigeria du Nord et le Nigeria du Sud. Oui, mais au-delà de ces 2 Nigeria, allons plus loin, il y a 4 Nigeria. Il y a 2 Suds, le Sud Yoruba, le Sud Igbo, avec les ethnies apparentées ou dominées, et il y a 2 grands Nords. Il y a le Nord Haoussa, Peul, Fulani, et il y a le Nord Kanouri. Alors Boko Haram opère dans cette zone, qui est la zone de peuplement Kanouri. Boko Haram sort peu de sa zone, la zone Kanouri. La zone qu'il contrôle vraiment, c'est cela, ce sont les États Kanouri. Et Boko Haram naît de la manière suivante. Il y a toujours eu, dans cette partie nord du Nigeria, des mouvements fondamentalistes. Et il y a toujours eu parallèlement des grands califats islamistes, mais des califats territoriaux. Nous avions les grands califats de Yola, ici, les califats de Kano, le califat de Sokoto, et ces grands califats
vont d'ailleurs résister à la puissance coloniale. Les Britanniques vont être bloqués pendant une vingtaine d'années. Ils ne passeront pas. Les Britanniques ont pour alliés les sudistes, donc les sudistes sont détestés par les nordistes parce que les sudistes ont été, entre guillemets, les collabos des Anglais, qui s'étaient mis du côté des Anglais pour échapper aux raids nordistes, c'est toujours la même histoire qui se répète. Et les Britanniques qui sont bloqués par ces sultanats du Nord ne vont pas pouvoir arriver au lac Tchad. Tandis que nos grands anciens dans l'infanterie de marine, eux, vont contourner par le Nord les zones des sultanats et vont arriver au lac Tchad. Ce qui fait que les Français vont être les premiers au lac Tchad et vont faire le lien entre les diverses parties de leur empire. Et puis pour éviter des frictions internationales, la France va laisser une petite fenêtre sur le lac Tchad aux Anglais, pour que le Nigeria ait une petite fenêtre, et une toute petite lucarne aux Allemands du Cameroun, qui ont un petit... Ce qui va expliquer pourquoi le Cameroun a un doigt qui s'avance vers le lac Tchad, mais qui va, comment dirais-je, découper des ethnies qui sont apparentées par-delà les frontières. Alors donc, il y a toujours eu des mouvements fondamentalistes dans ces régions. La nouveauté, c'est qu'il y a 10 ans à peu près, quand les sudistes prennent le pouvoir, les nordistes se sentent humiliés, car ils ont jusque-là tenu le pays. Ils avaient l'armée, ce qui leur permettait d'exploiter le pétrole du Sud, et du jour au lendemain, les sudistes prennent leur revanche. Ils vont commencer par épurer l'armée, la caste militaire Fulani nordiste est évincée, et de nouveaux officiers sont recrutés dans cette partie sud du Nigeria, qui plus est, des officiers chrétiens, ce qui fait que dans le nord, c'est quand même assez difficile d'évoluer dans ces conditions. Ce qui fait que les grands chefs du Nord vont laisser se développer un mouvement fondamentaliste qui va devenir Boko Haram, dans un but bien clair, qui est d'affaiblir le pouvoir sudiste qui est en place au Nigeria, pour montrer que le Nord a échappé à ce pouvoir sudiste. Et ils vont laisser Boko Haram se développer. Ils vont même jusqu'au moment où le pouvoir sudiste se dit, mais c'est extraordinaire cette histoire de Boko Haram, parce qu'il va y avoir des élections. On revient toujours aux élections. Il va y avoir des élections. Or, les forces démographiques nordistes et sudistes sont à peu près égales. L'on sait que le Sud va voter pour le président sudiste, et l'on sait que le Nord va voter pour le général Buhari, qui va représenter les nordistes. Si jamais les 7 à 10 millions, 12 millions d'électeurs de cette région ne votaient pas, ben le Sud gagnerait. S'il y a une anarchie totale dans cette partie des États de Bornou et de Yobe, etc., il n'y aura pas de bulletin, il n'y aura pas de bureau de vote. Donc, nous allons gagner les élections. Les émirs du Nord se rendent compte du problème. Ils se disent, là, nous sommes en train de perdre la partie. Et ils décident de rompre avec Boko Haram. Et c'est à ce moment-là que Boko Haram va déclencher ces attentats dont vous avez entendu parler, qui vont faire sauter les grandes mosquées du Nord. Pourquoi vont-ils faire sauter les mosquées du Nord alors qu'ils sont eux-mêmes islamistes? Tout simplement parce que ces mosquées touchent les palais des émirs. La mosquée de Kano, la mosquée de Sokoto. Et ces attentats visent à tuer l'élite traditionnelle nordiste à la prière du vendredi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation est assez intéressante, dans la mesure où l'armée du Nigeria est hors du coup, et qui fait la guerre contre Boko Haram, ce sont les sultanats du Nord, qui ont créé leur milice pour se défendre contre Boko Haram. Et le résultat, c'est que Boko Haram ne se développe plus. Boko Haram est en plein, comme disent les Britanniques, containment dans cette zone ethnique Kanuri. Et Boko Haram est revenu à sa base ethnique. Et qui plus est, l'armée du Niger, l'armée du Tchad, sur les frontières, ce qui fait que Boko Haram va continuer ses massacres, va continuer, mais Boko Haram est dans une phase de réduction, n'est pas dans une phase d'expansion. La phase d'expansion de Boko Haram est passée. Alors, elle peut reprendre cette phase d'expansion. Elle peut reprendre si le Tchad saute. Parce que, à l'heure actuelle, tout le pivot de la stabilité
et tout le pivot de notre politique sécuritaire dans cette partie de l'Afrique, c'est le Tchad. Or, le Tchad est un pays fragile. Le Tchad est entouré, vous le voyez, de conflits. On se bat sur toutes les frontières du Tchad. Le nord, la Libye, le Niger, Boko Haram, la Centrafrique, le Darfour, en sommeil, mais je veux dire plutôt en dormition plutôt qu'en sommeil, en dormition, que m'aurait dit Dominique Vénère, plutôt qu'en sommeil. Et le Tchad est un pays fragile, car tout tient autour d'un homme, qui est Idriss Déby. Et Idriss Déby, qui est le représentant d'une toute petite ethnie, guerrière, d'une toute petite ethnie, les Ahawa, qui font même pas 5% de la population, et qui eux-mêmes sont contestés dans le nord par les Toubous, qui sont eux-mêmes divisés, et qui sont contestés également par les populations arabes du centre du Tchad. Alors que demain, le président Déby est un problème de santé ou un accident, eh bien, le puzzle tchadien risquerait d'éclater. Le verrou tchadien se transformerait en grenade dégoupillée. Et à ce moment-là, tout pourrait repartir au Nigeria, au Soudan, etc. Donc nous sommes dans une zone excessivement fragile, nous sommes dans une zone qui est aujourd'hui au cœur, qui est au cœur de la conflictualité, et une zone dans laquelle nous sommes les seuls à intervenir. Les Européens ont complètement abandonné l'idée d'intervention. Les Italiens ont proposé un contingent de 5000 hommes, éventuellement si une opération internationale se faisait en Libye. Une opération internationale, oui, mais pour faire une opération, pour déclencher une opération, encore faut-il avoir des partenaires sur place. Il n'y a pas de partenaires en Libye. Il n'y a personne. Il y a une anarchie complète. Il n'y a aucun élément sur lequel s'appuyer. Il y a bien le général Haftar, mais qui contrôle qu'une partie de la Cyrénaïque et qui n'arrive pas à prendre le contrôle du bastion islamiste de Derna. Alors nous sommes dans une situation qui est difficile, et une situation qui est d'autant plus difficile que nous avons des moyens militaires de plus en plus diminués. Nous n'avons pas les moyens de tenir le terrain. Alors, nous avons les moyens de frapper, mais ça ne sert à rien de frapper, parce que l'on peut casser des adversaires, mais surtout on les disperse, et dès que l'on repart, eh bien, ils se reforment. C'est ce qui s'est produit dans les IFORA. Alors, quelle est la tactique, quelle est la stratégie qui est appliquée? Et c'est une bonne stratégie, la stratégie de l'opération Barkhane, qui est une bonne stratégie, qui est celle de contrôler les verrous. Essayer de tenir les verrous en ayant des forces disponibles pour éventuellement intervenir en cas de passage de tel ou tel... Alors, les grands verrous, ben, ils sont là, ces grands verrous. Il y a le verrou des IFORA, que nous ne contrôlons pas totalement parce qu'il y a la partie algérienne qui est au nord. Il y a le verrou du sud libyen et du nord Niger, avec la zone de la passe Salvador et avec notre place avancée de Madama. Il y a le verrou du lac Tchad, qui est fondamental, parce que si ce verrou saute, c'est le Niger, le Tchad, le Cameroun et le Nigeria qui sont impliqués. Il y a un verrou dont on parle peu, qui est le verrou de Wainat, qui est sur la frontière entre le Soudan du Nord, le Tchad et la Libye, qui est un axe important d'approvisionnement des djihadistes depuis le Soudan, qui passe par là. Et puis à plus au sud, un verrou que nous avons abandonné, à l'époque du président Sarkozy, qui est le verrou de Birao, dans le nord de la Centrafrique, qui est la clé du passage vers la zone forestière, qui est l'axe traditionnel des razzias qui venaient du nord, quand avant la période précoloniale, étaient lancées les grandes razzias nordistes qui se faisaient depuis le Soudan du Nord et qui se faisaient par Bambari et qui arrivaient sur le fleuve pour piller les populations du littoral. Bien voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire rapidement. Un tableau assez rapide dans lequel j'ai essayé de vous montrer les enjeux. La première lecture que nous avons n'est pas la lecture principale. Là, il faut bien voir que ces problèmes s'expliquent par la deuxième, troisième et quatrième lecture, avec toujours une clé, la clé fondamentale, qui est à la base de tout, et qui est niée par les universalistes, qu'ils soient libéraux, marxistes ou autres,
droits de l'homiste, la réalité c'est qu'il y a des peuples, il y a des terres, il y a des peuples sur des terres, et que, comme disent les Britanniques, the land and the people. Et si l'on ne part pas de cette réalité géographique, ethnographique, on ne comprend rien. Or, comme nous vivons dans un monde sans culture, dans lequel l'opinion est faite par des journalistes sous-formés, eh bien, nous n'en sommes même pas à la première grille de lecture. Nous sommes à l'écume de la lecture de la première grille. Et là-dessus sont appliqués des grands principes philosophiques, et on passe complètement à côté du problème, car la réalité africaine, c'est pas ça. La réalité africaine, c'est d'abord la terre et les hommes, comme partout d'ailleurs. C'est une définition universelle. Si un universalisme existe, c'est bien celui-là. Je vous remercie.